Chers amis, bienvenue dans cette nouvelle aventure qui vous emportera dans les rues brumeuses de Londres. Merci d'être ici avec moi chaque soir à écouter ces récits conçus spécialement pour vous aider à vous détendre et à trouver le sommeil paisible. Votre fidélité me touche profondément et je suis reconnaissant que vous choisissiez ce moment précieux de votre journée pour partager un peu de calme ensemble. Avant de plonger dans notre histoire du jour, prenez quelques instants pour respirer doucement, fermez les yeux si vous le souhaitez et laissez toutes les tensions de la journée s'éloigner de vous. Imaginez-vous assis confortablement dans un fauteuil en velours devant une cheminée crépitante, entouré par la douceur du silence nocturne. Vous êtes prêts? Alors, partons explorer les mystères que cache la ville de Sherlock Holmes. Voici un petit résumé de cette histoire. Dans cette adaptation moderne mais respectueuse des œuvres classiques d'Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes et son fidèle compagnon, le Dr Watson, se retrouvent confrontés à une énigme intrigante. Tout commence lorsqu'un homme roux, nommé Jabez Wilson, vient consulter Holmes au 221B Baker Street. Il raconte comment il a été engagé dans une société secrète appelée la Ligue des Rouquins, où les membres reçoivent une généreuse pension mensuelle sous certaines conditions étranges. Mais lorsque cette organisation disparaît soudainement, Wilson devient suspect et cherche désespérément des réponses. Holmes et Watson mènent leur enquête à travers Londres, découvrant des indices qui les mènent vers des criminels rusés, utilisant cette ligue comme couverture pour un plan audacieux impliquant des tunnels souterrains et des banques. Avec leur intelligence et leur perspicacité légendaire, ils doivent déjouer le stratagème avant qu'il ne soit trop tard. Chapitre 1. Le mystère de l'homme roux. Un matin particulièrement brumeux à Londres, alors que les rues pavées étaient encore humides de la rosée nocturne, une silhouette massive frappa à la porte du 221B Baker Street. Le tintement discret de la clochette annonça l'arrivée d'un visiteur inattendu. Je levai les yeux de mon journal, curieux de voir qui osait troubler notre tranquillité habituelle. Ce fut alors que j'aperçus cet homme, dont les cheveux flamboyants tranchaient avec l'uniformité terne du paysage londonien. « Monsieur Holmes » demanda-t-il d'une voix hésitante, regardant autour de lui comme s'il craignait d'être suivi. Je posai mon journal et hochai la tête. « En effet, c'est moi, et vous êtes… » L'homme s'avança, ses traits burinés, marqués par l'inquiétude. « Je m'appelle Jabez Wilson, monsieur Holmes. Je viens vous chercher aide. Car je me trouve dans une situation des plus bizarres. » Holmes, qui était penché sur sa pipe, se redressa immédiatement, captivé par la mention d'un problème inhabituel. « Asseyez-vous, monsieur Wilson, et racontez-moi tout. » Wilson s'installa lourdement dans un fauteuil, ajustant nerveusement son chapeau entre ses mains. « Cela remonte à environ 6 mois, monsieur Holmes. Un jour, alors que je travaillais dans ma petite boutique de prêt sur gage, un client est venu me parler d'une opportunité extraordinaire. Il m'a parlé d'une organisation connue sous le nom de la Ligue des Rouquins. » Holmes arqua un sourcil, intrigué. « Continuez, je vous prie. » « Cette ligue, expliqua Wilson, est destinée exclusivement aux hommes roux. Elle offre une pension mensuelle très généreuse à ceux qui acceptent de rejoindre leur rang. Naturellement, cela m'a semblé trop beau pour être vrai, mais après avoir vérifié les références et consulté d'autres membres, j'ai décidé de postuler. Le détective alluma lentement sa pipe, réfléchissant déjà aux implications de cette affaire. Et quelles étaient les conditions pour obtenir cette pension? Wilson se tortilla inconfortablement dans son siège. Eh bien, il fallait passer plusieurs heures par jour à copier un manuscrit ancien dans une salle réservée. Rien de bien compliqué, mais cela nécessitait une grande concentration. Holmes tapota pensivement le bord de sa pipe contre sa paume. « Intéressant. Et puisque vous avez mentionné que cette organisation a disparu subitement, je suppose que quelque chose a mal tourné. » Le visage de Wilson s'assombrit. « Exactement, monsieur Holmes. La semaine dernière, je suis arrivé à l'adresse indiquée seulement pour découvrir que la Ligue n'existait plus.
Les bureaux avaient été fermés et personne ne savait rien de cette organisation. J'ai essayé de contacter d'autres membres, mais ils ont tous disparu également. Watson, qui avait écouté attentivement depuis le début, intervint. « Pensez-vous que cela pourrait être lié à un crime organisé, Holmes ?» Le détective esquissa un sourire en coin. « Peut-être, Watson, ou peut-être pas. Mais une chose est certaine, nous avons là une intrigue qui mérite investigation approfondie. » Avec ces mots, Holmes se leva, ajustant son manteau noir. « Venez, Watson. Il est temps de rendre visite à cette fameuse adresse et de découvrir ce que cachent ces mystérieux événements. » Une marche à travers Londres. Pendant que nous marchions vers l'adresse donnée par Wilson, Holmes entama une discussion sur les particularités des roux dans la société victorienne. Savez-vous, Watson, que les rouquins ont souvent été considérés comme des outsiders? Ils sont perçus comme différents, presque exotiques, même dans leur propre pays. Cette particularité physique pourrait être exploitée par des criminels rusés pour créer une couverture parfaite. Je hochai la tête, songeur. Vous pensez donc que cette Ligue des rouquins n'était qu'un prétexte pour attirer des individus sans défiance? Exactement, Watson. Et ce n'est pas la première fois que des organisations fictives sont utilisées comme une couverture pour des activités illégales. Rappelez-vous l'affaire des faux clubs littéraires à Southwark l'année dernière. Notre conversation fut interrompue lorsque nous arrivâmes devant l'immeuble où se trouvait autrefois la mystérieuse Ligue. Une atmosphère pesante flottait autour du bâtiment, comme si les murs eux-mêmes conservaient les secrets de ceux qui y avaient œuvré. Une exploration méthodique. Nous entrâmes dans le bâtiment, explorant chaque recoin à la recherche d'indices. La pièce principale, autrefois occupée par les membres de la Ligue, était désormais vide, hormis quelques tables poussiéreuses et des chaises renversées. Mais ce qui attira particulièrement l'attention de Holmes fut une trappe dissimulée dans le sol. « Ah, voilà qui semble prometteur », dit-il en soulevant délicatement le couvercle. Dessous, un escalier descendait dans les profondeurs obscures du sous-sol. Armés de nos lampes de poche, nous entreprîmes de descendre prudemment. Au fur et à mesure que nous progressions, l'air devenait plus humide, chargé d'une odeur métallique familière. « Des tunnels !» chuchota Holmes, son ton trahissant une excitation contenue. Ces gens utilisaient ces passages secrets pour quelque chose de bien plus important que simplement distribuer des pensions. En suivant le chemin, nous aboutîmes finalement à une intersection où plusieurs directions convergeaient. Holmes s'accroupit, observant attentivement les marques laissées sur le sol. « Regardez, Watson, des traces de chariots récents. Ils transportaient quelque chose de lourd. » Mon cœur battait rapidement à mesure que les pièces du puzzle commençaient à s'assembler dans mon esprit. Si ces tunnels étaient effectivement utilisés pour transporter des objets volumineux, cela signifiait qu'ils menaient probablement à un endroit stratégique, peut-être même à une banque. Réflexion profonde et théorie émergente. Tandis que nous poursuivions notre exploration, Holmes partagea ses pensées avec moi. « Watson, imaginez un instant que ces tunnels soient reliés à une institution financière importante. Quel serait le but ultime d'un tel stratagème ?» Je réfléchis un moment avant de répondre. « Voler des fonds ou des valeurs précieuses ?» Holmes acquiesça doucement. « Oui, mais aussi pourquoi recruter spécifiquement des rouquins? Est-ce simplement une coïncidence ou y a-t-il une raison plus profonde derrière cette sélection ?» Nous continuâmes notre descente, découvrant de nouveaux indices à chaque pas, des outils abandonnés, des cartes partiellement effacées, et même une lettre chiffonnée portant le sceau d'une banque locale. Chaque détail alimentait nos hypothèses, rendant l'intrigue de plus en plus complexe. Chapitre 2. Les indices sous terre. Après avoir découvert la trappe dissimulée dans le sol du bâtiment abandonné, Holmes et moi descendîmes prudemment les marches humides menant aux profondeurs obscures des tunnels souterrains. L'air était froid et lourd,
chargé d'une odeur métallique qui me rappelait vaguement celle du fer rouillé ou du charbon brûlé. Chaque pas que nous faisions semblait résonner dans ce labyrinthe silencieux, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle, attendant notre prochaine action. Holmes avançait en tête, sa lampe de poche projetant un halo tremblotant sur les parois irrégulières du tunnel. Il s'arrêtait régulièrement pour examiner attentivement les moindres détails. Une empreinte dans la poussière, une marque de roue sur le sol ou même une minuscule fissure dans la pierre brute. « Watson », murmura-t-il après quelques minutes de marche, « cette structure n'a rien d'accidentel. Ces tunnels ont été creusés avec soin, probablement sur une longue période. » Je hochai la tête, impressionné par son analyse rapide. « Vous pensez donc qu'ils ne sont pas simplement le fruit d'un caprice criminel, mais plutôt une infrastructure conçue pour servir un objectif précis ? » « Exactement, Watson. Et cet objectif semble impliquer quelque chose de très lourd, vu les traces de chariots que nous avons observées plus tôt. Une atmosphère pesante. À mesure que nous progressions, l'atmosphère autour de nous se faisait de plus en plus oppressante. Les murs étroits semblaient se rapprocher et je sentais une légère humidité perler sur mon front malgré la fraîcheur ambiante. Holmes, lui, paraissait imperturbable, ses sens acérés concentrés sur chaque indice susceptible de nous guider vers la vérité. Soudain, il s'arrêta net et pointa du doigt une section du mur où des marques récentes étaient visibles. « Regardez cela, Watson », dit-il en approchant sa lampe pour mieux éclairer la zone. « Ce sont des traces de percements récents. Ils ont travaillé ici il y a peu de temps. » Je m'approchai pour observer de plus près. Les entailles étaient profondes et régulières, indiquant l'utilisation d'outils modernes. « Cela ressemble à des travaux de forage, non ?» Holmes hocha la tête. « Oui, et ces perforations suivent une direction précise. Il cherchait quelque chose ou quelqu'un de l'autre côté de cette paroi, un système complexifié. Nous continuâmes notre exploration, découvrant bientôt que les tunnels formaient un réseau bien plus vaste que nous ne l'avions initialement imaginé. À plusieurs reprises, nous fûmes confrontés à des intersections labyrinthiques, chacune offrant plusieurs options possibles. Holmes sortit alors un carnet de sa poche et commença à esquisser un plan approximatif des lieux. « Si mes suppositions sont correctes, » disait-il en traçant des lignes sur le papier, « ces tunnels convergent vers un point central situé sous une banque importante. Mais pourquoi choisir un tel itinéraire complexe au lieu d'attaquer directement l'établissement depuis l'extérieur? » Je réfléchis un instant avant de répondre. Peut-être pour éviter les systèmes de sécurité traditionnels, gardes armés, alarmes, serrures renforcées. Ces tunnels permettent une infiltration discrète, loin des regards indiscrets. Holmes approuva d'un signe de tête. Très juste, Watson, mais il reste encore une question cruciale. Pourquoi recruter spécifiquement des rouquins pour cette opération? Quelle est la véritable raison derrière cette sélection si particulière? Cette interrogation restait suspendue entre nous, comme un mystère insaisissable tapi dans l'ombre. Des voix, dans le silence. Alors que nous tournions un angle serré du tunnel, une série de bruits lointains nous parvint soudain. Un grincement métallique suivi d'un léger tremblement sous nos pieds. Holmes leva immédiatement la main pour nous immobiliser. « Silence, Watson, quelqu'un travaille encore ici. » Nous nous accroupîmes derrière une colonne rocheuse, tendant l'oreille pour capter davantage d'indices. Les sons semblaient provenir d'une direction spécifique, et Holmes décida rapidement de les suivre avec précaution. Quelques minutes plus tard, nous découvrîmes une sorte de chantier souterrain improvisé où des outils abandonnés témoignaient d'une activité récente. Au centre de la pièce, une grande machine rudimentaire était posée contre une paroi percée de multiples trous. « Fascinant », murmura Holmes en s'approchant lentement. Cette machine est conçue pour percer des matériaux résistants, probablement du béton ou de la pierre massive. Je jetai un coup d'œil circulaire à la pièce, notant les détails environnants. Mais pourquoi avoir laissé tout cela derrière eux? Ne craignaient-ils pas que quelqu'un découvre leur plan?
Holmes sourit en coin, parce qu'il pensait que personne ne viendrait jamais jusqu'ici. Ces tunnels sont trop profondément enfouis pour attirer l'attention des curieux ordinaires. Et même si quelqu'un venait à les trouver, il serait difficile de relier ces indices à une organisation criminelle sans connaître déjà le contexte. Une lettre cruciale, c'est alors que mon regard tomba sur un objet curieux posé sur une table de fortune. Une lettre chiffonnée portant le sceau d'une banque locale. Je la ramassai doucement et la tendis à Holmes. « Regardez ceci, dis-je. Elle semble avoir été abandonnée intentionnellement. » Holmes l'examina attentivement sous la lumière de notre lampe. « Intéressant. Cette lettre mentionne une anomalie détectée dans les fondations de la banque. Les autorités locales ont envoyé une équipe pour enquêter, mais elle n'a rien trouvé de suspect. » Je fronçai les sourcils. « Donc, ils savaient qu'on allait inspecter les lieux ? » « Apparemment oui, Watson, et ils ont pris soin de masquer toutes les preuves avant que l'équipe n'arrive. Mais cette lettre prouve également qu'ils sont encore actifs et qu'ils continuent de travailler malgré les risques. Réflexion profonde. Tandis que nous reprenions notre chemin vers la surface, Holmes semblait plongé dans ses pensées, esquissant déjà des stratégies pour neutraliser les criminels. « Demain, Watson, nous devrons consulter les registres des banques locales. Cherchons celles qui ont signalé des anomalies récentes dans leurs comptes ou leurs infrastructures. Nous devons aussi interroger les employés susceptibles d'avoir remarqué quelque chose d'inhabituel. » Je notais ces instructions avec soin, conscient que chaque détail comptait dans cette enquête. Et que faisons-nous pour retrouver Jabez? Wilson, après tout, il pourrait être en danger s'il découvre qu'il nous a consultés. Holmes acquiesça gravement. Vous avez raison, Watson. Protéger notre client est aussi important que résoudre l'affaire. Faisons-le demain matin, dès notre retour à Baker Street. Retour vers la lumière. Enfin, après ce qui me sembla être une éternité passée dans les ténèbres humides des tunnels, nous émergeâmes à l'air libre. La brume londonienne enveloppait toujours les rues pavées, mais elle me parut soudain et moins oppressive qu'avant. Peut-être parce que, avec Holmes à mes côtés, je savais que nous étions sur la bonne voie pour dévoiler la vérité. Chapitre 3. La banque du diable. Le lendemain matin, Holmes et moi nous rendîmes à la banque mentionnée dans la lettre découverte dans les tunnels. Le bâtiment, imposant et austère, se dressait au cœur de Londres. Ses murs en pierre grise, témoignant d'une solidité inébranlable. Pourtant, derrière cette façade rassurante, nous savions que se cachait un secret qui pourrait bouleverser l'ordre établi. « Watson, » dit Holmes, alors que nous approchions de l'entrée principale, « rappelez-vous que ces criminels sont rusés. Ils ont probablement pris soin de dissimuler toute trace de leur activité sous cette institution respectable. Notre tâche sera donc de creuser plus profondément que ce que laissent voir les apparences. » Je hochai la tête, conscient de l'enjeu. « Alors, où commençons-nous » Holmes ajusta son chapeau melon avec une satisfaction non dissimulée. « Par le registre des anomalies signalées, bien sûr. Si ces tunnels menaient effectivement vers cette banque, il est peu probable qu'ils aient opéré sans laisser ne serait-ce qu'une petite fissure dans leur défense. Une visite officielle, nous entrâmes dans la banque, saluant poliment les employés derrière leur comptoir. Holmes s'adressa directement au gérant, un homme d'une cinquantaine d'années aux traits sévères mais courtois. « Monsieur Holmes, détective privé, et mon assistant, le docteur Watson, » présenta Holmes avec une politesse feinte. « Nous enquêtons sur certaines irrégularités qui pourraient concerner votre établissement. Seriez-vous disposé à nous accorder quelques minutes pour examiner vos archives ?» Le gérant, visiblement intrigué mais coopératif, nous conduisit à une salle réservée où étaient conservés les registres. Nous avons effectivement noté récemment une anomalie dans nos fondations, admit-il après un moment d'hésitation. Des inspections ont été réalisées, mais rien d'inquiétant n'a été trouvé. Holmes sourit intérieurement, sachant déjà que cette réponse était trop simpliste pour être vraie. « Je comprends, dit-il calmement.
Mais permettez-moi de jeter un œil par moi-même. Les détails les plus insignifiants peuvent souvent révéler des vérités cruciales. Le gérant acquiesça et nous laissa travailler en silence. Une anomalie cachée. Pendant plusieurs heures, Holmes et moi parcourûmes minutieusement les registres, cherchant le moindre indice pouvant corroborer notre théorie. Ce fut finalement Holmes qui trouva ce que nous cherchions, une mention discrète d'un tremblement anormal détecté lors d'une inspection des fondations. « Regardez ceci, Watson », murmura-t-il en pointant du doigt une entrée manuscrite dans le registre. Un tremblement localisé précisément là où les tunnels semblent converger. Et cela coïncide exactement avec les dates de nos observations dans les souterrains. Je me penchai pour mieux lire. Cela pourrait indiquer que les criminels ont perturbé les structures même de la banque en forant leur passage. Holmes hocha la tête. Exactement. Et si nous combinons cela avec les autres indices recueillis jusqu'à présent, il devient clair que ces tunnels ne servaient pas seulement à transporter des objets volumineux. Ils constituaient également un moyen d'accès direct au coffre-fort de la banque. Une inspection surprise fort de cette découverte, Holmes décida de demander une inspection plus approfondie des fondations de la banque. Avec l'autorisation du gérant, nous descendîmes dans les sous-sols, accompagnés d'un ingénieur spécialisé dans la sécurité des bâtiments financiers. Les lieux étaient sombres et confinés, plongeant rapidement dans une atmosphère oppressante. Holmes avançait en tête, sa lampe de poche éclairant chaque recoin avec précision. L'ingénieur, quant à lui, portait un équipement spécial pour détecter les signes de percement ou de fragilité structurelle. Soudain, Holmes s'arrêta, devant une section du mur où des marques récentes étaient visibles. « Voilà, dit-il avec assurance. Ces entailles correspondent parfaitement aux perforations que nous avons observées dans les tunnels. » L'ingénieur s'approcha pour examiner de plus près. Incroyable! Il semble que quelqu'un ait tenté de percer cette paroi pour atteindre les coffres-forts adjacents. Une piste menant plus loin. Alors que nous étudions attentivement les marques, Holmes remarqua quelque chose d'étrange. Une minuscule plaque métallique fixée discrètement sur le mur. Il l'examina sous la lumière de sa lampe et découvrit qu'elle portait un numéro gravé. « Intriguant », murmura-t-il. « Ce numéro correspond à l'un des codes utilisés pour identifier les dépôts confidentiels dans cette banque. » Je sentis un frisson me parcourir. « Vous pensez que les criminels visaient spécifiquement certains comptes ?» Holmes acquiesça. « Oui, et ces comptes contenaient probablement des valeurs extrêmement précieuses, peut-être même des documents compromettants pour des personnalités influentes. Cette affaire est plus vaste que nous ne l'avions imaginé. » Une course contre la montre. De retour à Baker Street, Holmes passa la soirée à consulter diverses sources d'informations, y compris des journaux anciens et des registres publics. Il cherchait désespérément à identifier les propriétaires des comptes liés au code découvert dans les sous-sols de la banque. « Watson, dit-il enfin, je crois avoir trouvé quelque chose. L'un des comptes appartient à un aristocrate connu pour ses activités discrètes dans le commerce international. S'il venait à perdre cet argent ou ces documents, cela pourrait causer un scandale politique majeur. » Je comprenais maintenant pourquoi les criminels avaient mis autant d'efforts dans leur plan machiavélique. Alors, il ne nous reste plus qu'à les arrêter avant qu'ils ne réussissent. Holmes esquissa un sourire en coin. « Précisément. Et cela commence demain matin. » Chapitre 4. Une course contre la montre. Le jour suivant se leva sur une Londres encore enveloppée dans sa brume matinale. Holmes et moi étions déjà à pied d'œuvre, déterminés à empêcher les criminels de mettre leur plan audacieux à exécution. Chaque minute comptait désormais, car nous savions que nos adversaires étaient non seulement rusés, mais également bien organisés. « Watson, dit Holmes en ajustant son manteau noir, ces tunnels ne sont pas seulement des voies d'accès au coffre-fort de la banque. Ils représentent un réseau complexe conçu pour échapper à toute suspicion.
Notre mission est donc double. Identifier les points faibles de ce système et neutraliser les responsables avant qu'ils ne frappent. Je hochai la tête, prêt à suivre mon ami dans cette course contre la montre. Et comment comptez-vous procéder? Holmes esquissa un sourire en coin, signe qu'il avait déjà élaboré un plan précis. Nous devons diviser nos efforts. Vous irez interroger Jabez Wilson pour découvrir s'il connaît d'autres membres de la Ligue des Rouquins qui pourraient nous fournir des informations supplémentaires. Pendant ce temps, je continuerai à analyser les données recueillies lors de notre inspection des fondations de la banque. Une piste vers le passé. Mon premier objectif était donc de retrouver Jabez Wilson, dont l'adresse figurait dans les notes prises lors de notre première rencontre. Je me rendis chez lui, espérant qu'il pourrait nous offrir de nouveaux indices. Wilson, visiblement nerveux, m'accueillit avec hésitation. « Dr Watson, que puis-je faire pour vous aider ?» Je pris soin de le rassurer. « Ne vous inquiétez pas, monsieur Wilson. Nous progressons dans notre enquête, mais nous avons besoin de plus d'informations sur les autres membres de la Ligue des Rouquins. Savez-vous où ils pourraient être maintenant ?» Wilson réfléchit un moment avant de répondre. « Eh bien, il y avait un certain Donnelly, un homme trapu, avec une barbe rousse flamboyante. Il semblait être l'un des chefs de l'organisation. Mais après la disparition de la Ligue, je n'ai plus eu de nouvelles de lui. Cette mention intrigua immédiatement mon intérêt. Donnelly, ce nom me dit quelque chose. Attendez un instant. » Je fouillais dans mes souvenirs, essayant de relier ce détail à d'autres informations glanées au cours de l'enquête. Soudain, une idée germa dans mon esprit. Holmes m'avait parlé d'un ancien ouvrier spécialisé dans les infrastructures souterraines. Son nom était également Donnelly. Cela ne peut pas être une coïncidence, une collaboration stratégique. De retour au 221B Baker Street, je partageais mes découvertes avec Holmes, qui accueillit cette information avec un enthousiasme discret. « Excellent travail, Watson. Cela confirme mes soupçons. Donnelly est probablement l'un des cerveaux derrière cette opération. Mais pourquoi avoir choisi spécifiquement des rouquins comme couverture ? Nous passâmes plusieurs heures à discuter de cette question, explorant différentes hypothèses. Holmes finit par proposer une théorie convaincante. Les rouquins sont souvent perçus comme des outsiders, facilement identifiables, mais rarement, pris au sérieux. En créant une organisation destinée exclusivement à eux, les criminels ont pu attirer des individus sans méfiance, tout en évitant les regards indiscrets. Cela expliquait également pourquoi les membres de la Ligue avaient été sélectionnés avec tant de soin. Chaque détail avait été pensé pour renforcer cette illusion de légitimité, un plan pour la confrontation. La journée avançait rapidement et nous savions que le temps pressait. Holmes décida alors de préparer une embuscade stratégique dans les tunnels mêmes où les criminels opéraient. Si nous pouvons les piéger là où ils se sentent en sécurité, ils commettront forcément une erreur, expliqua-t-il avec une assurance tranquille. Notre stratégie reposait sur deux fronts principaux. D'une part, infiltrer discrètement les tunnels pour observer leurs mouvements et d'autre part, coordonner une intervention rapide avec les autorités locales. Holmes contacta personnellement l'inspecteur Lestrade pour obtenir son soutien. « Holmes, je dois admettre que votre intuition m'a souvent sauvé du ridicule », admit Lestrade lors de notre conversation. « Cette fois encore, je suis prêt à vous suivre. Mais assurez-vous que nous disposons de preuves solides avant d'agir. » Holmes promit de lui fournir toutes les informations nécessaires dès que possible. Une veille tendue. Tandis que le soir tombait, Holmes et moi nous préparâmes pour l'opération nocturne. Nous revêtîmes des vêtements sombres afin de nous fondre dans l'obscurité des tunnels. Chacun de nos gestes était calculé, chaque mot pesé. La tension était palpable, mais elle n'altérait en rien notre concentration. « Watson », murmura Holmes, alors que nous attendions dans l'ombre près de l'entrée principale des tunnels, « rappelez-vous toujours que la clé de notre succès réside dans la patience. Ces criminels sont intelligents, mais même les meilleurs plans peuvent vaciller sous la pression. » Je hochai la tête, conscient que cette nuit serait décisive pour l'issue de notre enquête.
une rencontre inattendue. Vers minuit, nos efforts furent récompensés. Une petite équipe de complices émergea des profondeurs des tunnels portant des sacs volumineux remplis de butin volé. Holmes fit signe de rester silencieux tandis qu'il passait devant nous, inconscient de notre présence. Lorsqu'ils furent suffisamment éloignés, nous les suivîmes discrètement jusqu'à un entrepôt abandonné non loin de là. Là, Holmes sortit de l'ombre et interpella fermement les criminels. « Messieurs, dit-il d'une voix calme mais autoritaire, permettez-moi de vous féliciter pour votre ingéniosité. Mais malheureusement pour vous, vos jours de liberté sont comptés. » Les criminels, surpris, tentèrent de riposter, mais ils étaient déjà encerclés par les forces de police que Holmes avait judicieusement positionnées autour du bâtiment. Chapitre 5. L'affrontement final. Le silence régnait dans l'entrepôt abandonné, seulement perturbé par le bruit des pas hésitants des criminels piégés. Holmes se tenait au centre de la pièce, sa silhouette imposante éclairée par la faible lumière d'une lanterne suspendue au plafond. Ses yeux perçants scrutaient chaque mouvement des malfaiteurs, cherchant à anticiper leur réaction. « Vous pensiez vraiment que vous pourriez nous échapper ?» demanda-t-il calmement, bien que son ton trahisse une pointe d'amusement face à leur arrogance manifeste. Les criminels, encerclés par les forces de police, semblaient pris entre deux options impossibles, se rendre ou tenter une résistance désespérée. Leur chef, un homme trapu avec une barbe rousse, probablement Donnelly, s'avança, son regard noir fixé sur Holmes. « Qui êtes-vous exactement ?» gronda-t-il. « Un simple détective ne peut pas nous arrêter aussi facilement. » Holmes sourit légèrement, savourant ce moment où il pouvait dévoiler toute l'étendue de son intelligence et de sa préparation. « Oh, mais je ne suis pas seul, monsieur Donnelly. Derrière moi se trouve non seulement un loyal ami, le docteur Watson, mais également une équipe entière de policiers prêts à intervenir si nécessaire. Votre réseau ingénieux a été découvert, vos tunnels explorés et vos plans déjoués. Il est temps de mettre fin à cette mascarade. » Une tension palpable. La situation restait tendue, chacun attendant le moindre geste imprudent qui pourrait déclencher une confrontation violente. Donnelly, conscient qu'il était coincé, tenta une dernière manœuvre désespérée. « Et si nous n'avons rien volé, si tout cela n'est qu'un malentendu ?» Holmes secoua doucement la tête. « Ne jouez pas à ce jeu avec moi, monsieur Donnelly. Nous avons trouvé des preuves irréfutables de vos activités illégales dans les fondations de la banque. Les sacs que vous transportiez contiennent certainement des objets de valeur appartenant à des clients innocents. » Un des complices de Donnelly, visiblement nerveux, tenta de fuir vers une sortie latérale. Mais avant qu'il puisse atteindre la porte, plusieurs policiers surgirent de l'ombre, bloquant toute évasion possible. L'homme se rendit rapidement, comprenant que toute résistance serait futile. Une stratégie psychologique. Holmes, toujours maître de lui-même, décida alors d'utiliser la psychologie pour affaiblir la volonté des criminels. « Voyez-vous, messieurs, poursuivit-il, votre plus grande erreur n'a pas été de creuser ces tunnels, ni même de choisir des rouquins comme couverture. Non. Votre véritable faiblesse réside dans votre incapacité à comprendre que chaque détail, aussi minuscule soit-il, laisse une trace derrière lui. Ces traces, accumulées, forment une toile invisible qui finit toujours par capturer ceux qui tentent de manipuler le système. » Donnelly, visiblement irrité par cette analyse, rétorqua avec colère. « Peut-être, mais nous avons quand même réussi à passer inaperçus pendant des mois. » « Oui, admit Holmes, mais seulement jusqu'à ce que quelqu'un comme moi vienne poser les bonnes questions. Et croyez-moi, une fois que j'ai commencé à enquêter, il était inévitable que je découvre vos secrets. » Une confrontation physique. Malgré les efforts de Holmes pour maintenir une atmosphère calme et contrôlée, la situation dégénéra soudainement lorsque Donnelly décida de tenter une ultime attaque. Armé d'un couteau qu'il avait dissimulé sous sa veste, il bondit vers Holmes avec une rage meurtrière.
Je réagis instinctivement, me plaçant devant mon ami pour le protéger. Le combat fut bref mais intense, Donnelly étant finalement maîtrisé par les policiers qui avaient anticipé ce genre de réaction. Pendant ce temps, Holmes resta impassible, observant la scène avec un calme olympien. « Bravo, Watson », dit-il, simplement lorsqu'il vit que j'étais indemne. « Votre réflexe rapide nous a évité une complication supplémentaire, une vérité révélée. » Avec les criminels neutralisés et menottés, Holmes entreprit de fouiller les lieux à la recherche de preuves supplémentaires. Dans un coin de l'entrepôt, il découvrit une série de documents compromettants liés aux comptes bancaires visés par les malfaiteurs. Parmi eux, figuraient des correspondances avec des personnalités influentes, confirmant nos soupçons. Quant à l'envergure du scandale, voilà qui devrait intéresser certains journalistes, murmura Holmes en parcourant rapidement les papiers. Ce n'est pas seulement un vol ordinaire que nous avons déjoué ici. C'est une conspiration impliquant des individus puissants cherchant à protéger leurs intérêts illégaux. Je sentis un frisson me parcourir en réalisant l'ampleur de ce que nous avions découvert. Alors, cette affaire risque de provoquer un véritable séisme dans les cercles politiques et financiers. Holmes acquiesça gravement. En effet, Watson, et il est de notre responsabilité de veiller à ce que ces informations soient utilisées à bon escient. Une retraite mesurée, après avoir transmis tous les documents et preuves nécessaires à l'inspecteur Lestrade, Holmes et moi quittâmes l'entrepôt, laissant les autorités gérer le transfert des criminels vers la prison. La nuit était encore fraîche, mais une sensation de soulagement pesait désormais sur mes épaules. Nous avions accompli notre mission et justice serait faite. Tandis que nous marchions vers Baker Street, Holmes semblait perdu dans ses pensées. « Watson », dit-il finalement, « cette affaire nous rappelle une fois de plus combien les apparences peuvent être trompeuses. Les rouquins, souvent considérés comme des outsiders, ont été exploités ici pour masquer des intentions beaucoup plus sombres. » Je hochai la tête, admiratif de sa perspicacité. « Et grâce à vous, Holmes, la vérité a triomphé. » Il sourit légèrement, satisfait de notre succès commun. « Oui, Watson. Mais rappelez-vous toujours que chaque victoire n'est jamais complète sans une nouvelle énigme à résoudre. » Chapitre 6. La vérité révélée. Le lendemain matin, Holmes et moi nous retrouvâmes dans notre cabinet du 221B Baker Street, savourant un thé bien mérité après une nuit mouvementée. Les événements de la veille pesaient encore sur nos épaules, mais avec eux venait une certaine satisfaction, celle d'avoir déjoué un complot audacieux et ramené la justice là où elle était nécessaire. « Watson », dit Holmes en sirotant son thé, « il est temps de rassembler tous les éléments de cette affaire pour comprendre pleinement comment tout cela a fonctionné. Chaque détail, aussi minuscule soit-il, joue un rôle crucial dans ce puzzle complexe. » Je m'installai confortablement dans mon fauteuil, prêt à écouter l'une des explications méticuleuses que Holmes aimait tant partager. C'était toujours un plaisir de voir comment son esprit analytique assemblait les morceaux épars d'une enquête pour en extraire une vérité limpide. Une analyse méthodique. Holmes commença par reprendre les premiers indices qui avaient attiré notre attention. Tout a commencé avec la visite de Jabez Wilson, dont les cheveux roux flamboyants ont immédiatement suscité ma curiosité. Lorsqu'il nous a parlé de cette mystérieuse Ligue des rouquins, j'ai compris que quelque chose clochait. Pourquoi créer une organisation destinée exclusivement aux rouquins? Cette particularité physique, souvent perçue comme exotique ou différente, semblait idéale pour masquer des activités illégales sans attirer l'attention. Il marqua une pause, réfléchissant avant de poursuivre. Ensuite, lors de notre exploration des tunnels souterrains, nous avons découvert des preuves tangibles de leur utilisation pour transporter des objets volumineux. Ces passages n'étaient pas seulement des voies d'accès au coffre-fort de la banque. Ils représentaient également une infrastructure stratégique conçue pour échapper à toute suspicion.
Le rôle des rouquins. Je m'empressais de poser la question qui me taraudait depuis le début. Mais pourquoi avoir choisi spécifiquement des rouquins pour rejoindre cette organisation? N'importe quel prétexte aurait pu fonctionner, non? Holmes sourit légèrement, visiblement satisfait de pouvoir élucider ce point crucial. Non, Watson. Les rouquins étaient parfaits pour ce rôle précisément parce qu'ils sont souvent considérés comme des outsiders, facilement identifiables mais rarement pris au sérieux. En créant une organisation destinée uniquement à eux, les criminels ont pu attirer des individus sans méfiance tout en renforçant l'illusion de légitimité. Qui soupçonnerait une association aussi spécifique de cacher des intentions malhonnêtes? Cette explication me fit prendre conscience de l'ingéniosité diabolique derrière ce plan. Donc, ces membres étaient simplement des pions innocents dans un jeu bien plus vaste? Exactement. Ils recevaient une pension mensuelle en échange de quelques heures de travail routinier, sans jamais se douter que leurs actions servaient en réalité à couvrir des activités criminelles beaucoup plus graves. La banque et ses secrets. Holmes continua alors à dévoiler les liens entre les tunnels et la banque. Les anomalies détectées dans les fondations de l'institution financière étaient bien réelles, mais elles ont été soigneusement dissimulées par les criminels. En utilisant des machines spécialisées, ils ont percé des passages menant directement au coffre-fort, permettant ainsi un accès discret aux valeurs précieuses stockées à l'intérieur. Je frissonnais à l'idée de la sophistication, une technique impliquée dans ce stratagème. Comment ont-ils pu échapper aux inspections régulières? Parfaitement, Watson. Les criminels savaient exactement quand les autorités locales inspecteraient des lieux. Ils ont pris soin de camoufler toute trace de leurs activités avant chaque vérification, rendant leurs tunnels pratiquement invisibles aux regards extérieurs. Les comptes compromettants. Nous abordâmes ensuite les documents découverts dans l'entrepôt abandonné, révélant des correspondances compromettantes entre les criminels et des personnalités influentes. Ces comptes bancaires ne contenaient pas seulement de l'argent liquide, expliqua Holmes. Ils abritaient également des documents sensibles capables de détruire des carrières politiques et commerciales. Les criminels visaient donc non seulement des richesses matérielles, mais aussi des informations pouvant être utilisées pour exercer un chantage ou manipuler des décisions importantes. Cette révélation ajoutait une dimension encore plus sombre à l'affaire. Alors, ce n'était pas seulement un vol ordinaire, dis-je lentement. C'était une tentative de contrôle sur certains cercles de pouvoir. Holmes hocha gravement la tête. Précisément. Et c'est pourquoi cette affaire risque de provoquer un véritable séisme dans les sphères politiques et financières. Les conséquences de nos découvertes dépassent largement le cadre de la simple criminalité. Une conclusion satisfaisante. Après avoir passé en revue tous les aspects de l'enquête, Holmes conclut avec sa satisfaction habituelle. Nous avons réussi à déjouer un plan machiavélique grâce à une combinaison de perspicacité, de patience et de coopération. Les criminels ont été arrêtés, les preuves rassemblées et la vérité mise à jour. Il ne reste plus qu'à attendre que les autorités traitent ce dossier selon les règles de la loi. Je levai mon verre de thé en signe de respect. Et vous, Holmes, sans votre génie, cette intrigue serait restée enfouie dans les ténèbres. Il sourit modestement, bien que je devine qu'il appréciait sincèrement mes compliments. Merci, Watson. Mais rappelez-vous toujours que même le meilleur détective ne peut rien accomplir sans un assistant loyal et compétent. Chapitre 7. Retour à Baker Street. La journée tirait doucement à sa fin et le ciel londonien s'assombrissait déjà, enveloppant les rues pavées dans une brume dorée. Holmes et moi nous retrouvâmes confortablement installés dans notre cabinet du 221B Baker Street, savourant un moment de calme bien mérité après les événements tumultueux des derniers jours.
Les flammes crépitantes de la cheminée projetaient une lumière chaude sur nos visages, tandis que l'odeur subtile du tabac de pipe flottait doucement dans l'air. « Watson », dit Holmes en ajustant légèrement son fauteuil, « cette affaire aura été une véritable démonstration de ce que signifie résoudre un mystère complexe. Chaque détail, aussi minuscule soit-il, a joué un rôle crucial dans notre succès final. » Je hochai la tête, perdu dans mes pensées. Et pourtant, malgré tout cela, je ne peux m'empêcher de me demander si d'autres intrigues similaires se cachent encore sous la surface de cette grande ville. Londres est un vaste océan de secrets, et nous n'en avons exploré qu'une petite partie. Holmes sourit doucement, comme s'il partageait cette réflexion avec lui-même. Vous avez raison, Watson. Chaque enquête close ouvre la voie à de nouvelles questions, à de nouveaux défis, mais c'est précisément ce qui rend notre métier si captivant, la quête infinie de vérité. Une rétrospective tranquille. Nous restâmes silencieux un moment, chacun plongé dans ses propres pensées. Pour ma part, je repensais aux différents moments clés de cette aventure, la visite initiale de Jabez Wilson, l'exploration des tunnels souterrains, l'affrontement final avec Donnelly et ses complices. Chaque étape avait contribué à former un tableau plus large, révélant peu à peu les rouages complexes d'un plan criminel audacieux. « Savez-vous, Holmes, dis-je finalement, que ce cas m'a rappelé combien votre méthode est unique. Votre capacité à relier des informations apparemment sans lien direct est presque magique. » Holmes éclata d'un rire discret. « Magique, Watson ? Oh non, rien de tel. C'est simplement une question de logique appliquée et d'observation, minutieuse. Tout est là, devant nos yeux, mais il faut savoir où regarder. » Il marqua une pause, puis ajouta avec une pointe de nostalgie. « Rappelez-vous toujours que chaque détail compte, même ceux que nous négligeons au premier abord. C'est souvent dans ces petites choses que réside la clé d'une énigme. » Une discussion philosophique. Notre conversation prit alors une tournure plus philosophique, comme cela arrivait parfois lors de ces soirées tranquilles. Holmes, toujours avide de comprendre les motivations humaines, développa une réflexion sur la nature même du crime. Watson, pourquoi certains individus choisissent-ils de suivre un chemin illégal, quand d'autres préfèrent rester dans les limites de la loi? Est-ce uniquement une question de circonstances, ou y a-t-il quelque chose de plus profond en jeu? Je pris un instant pour répondre, conscient de l'importance de cette question. Peut-être est-ce une combinaison des deux. Certains sont poussés vers le crime par des situations désespérées, tandis que d'autres cherchent simplement à exploiter les failles du système pour leur propre profit. Mais il y a aussi ceux qui trouvent une satisfaction particulière dans la manipulation et la tromperie, comme Donnelly et ses complices. Holmes hocha la tête, approuvant ma réponse. Oui, et c'est précisément cette dernière catégorie qui représente le plus grand défi pour nous. Ceux-là ne sont pas motivés par la nécessité, mais par une ambition personnelle sans limite. Ils croient pouvoir contourner toutes les règles, jusqu'à ce qu'un observateur attentif vienne mettre fin à leur plan. Une vision plus large. Tandis que nous discutions ainsi, Holmes se leva soudainement et alla se poster devant la fenêtre, contemplant les rues sombres de Londres. « Watson, murmura-t-il, savez-vous pourquoi j'ai choisi ce métier? Ce n'est pas seulement pour le plaisir de résoudre des énigmes, bien que cela soit indéniablement gratifiant. C'est parce que je crois fermement en la justice, non pas celle imparfaite des tribunaux, mais celle qui repose sur la vérité pure et simple. Chaque fois que nous mettons fin à une conspiration ou arrêtons un criminel, nous renforçons cet idéal. » Je sentis une vague d'admiration monter en moi. Holmes était bien plus qu'un simple détective. Il était un gardien des principes fondamentaux qui maintiennent l'équilibre social. Et vous avez toujours suivi cette voie avec une détermination inébranlable, dis-je doucement. C'est ce qui fait de vous un homme extraordinaire. Il se tourna vers moi, un léger sourire aux lèvres. Merci, Watson, mais rappelez-vous toujours que personne ne peut accomplir grand-chose seul.
Même Sherlock Holmes a besoin de son fidèle compagnon pour guider ses pas. Une perspective vers l'avenir. Alors que la nuit avançait, nous nous préparâmes tranquillement pour la fin de cette soirée paisible. Le feu dans la cheminée diminuait lentement, projetant une lumière tamisée sur nos visages fatigués, mais satisfaits. Cette affaire était désormais derrière nous, mais nous savions tous deux qu'elle n'était qu'un épisode parmi tant d'autres dans notre vie d'aventure. « Que pensez-vous de l'avenir, Holmes ?» demandai-je soudainement. « Y aura-t-il d'autres cas aussi fascinants que celui-ci ?» Holmes esquissa un sourire mystérieux. « Je dirais que Londres regorge de mystères encore à découvrir. Chaque matin apporte son lot d'inconnus et c'est précisément ce qui rend cette ville si vivante. Nous continuerons donc à observer, à écouter et à chercher la vérité là où elle se cache. » Je levai mon verre de thé une dernière fois, en guise de toast silencieux. « Ah, de nouvelles aventures, alors !» Holmes leva également son verre, et nos regards se rencontrèrent dans un accord muet. Ensemble, nous formions une équipe inséparable, prêts à affronter les prochains défis que le destin choisirait de nous offrir. Voici une conclusion apaisante, où Holmes et moi prenons un moment pour réfléchir à notre parcours commun et envisager l'avenir avec optimisme. Avec cette affaire résolue, nous nous préparons à de nouvelles énigmes, toujours animés par notre soif de vérité et de justice. Chers amis, nous voilà arrivés à la fin de cette aventure londonienne aux côtés de Sherlock Holmes et du docteur Watson. J'espère que chaque chapitre vous a transporté dans les rues brumeuses de la capitale britannique, où chaque indice cachait un secret et chaque mystère une vérité fascinante. Cette histoire n'était pas seulement destinée à captiver votre imagination. Elle était aussi conçue pour vous offrir un moment de détente et de réconfort avant de vous endormir. Merci infiniment d'avoir partagé ce voyage avec moi. Votre écoute fidèle est une source immense de motivation et je suis profondément reconnaissant que vous choisissiez ces récits pour accompagner vos soirées. Grâce à vous, ces histoires prennent vie et chaque mot trouve son chemin jusqu'à vos rêves. N'oubliez pas que, comme Sherlock Holmes le disait souvent, la vérité est toujours là quelque part. Alors, restez curieux, ouvrez grand vos oreilles et laissez-vous guider par l'aventure qui se cache derrière chaque porte close. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles explorations narratives. En attendant, prenez soin et vous respirez profondément et laissez le calme envelopper votre esprit. Bonne nuit et que vos rêves soient doux et remplis d'histoires merveilleuses. À très vite.